commencer, je reprendrai un éditorial de Daniel Wendling dans la Revue du rhumatisme il y a 2 ou 3 ans qui disait la voie IL-17 dans les spondylarthropathies, 2 points, la voie royale. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors je vais commencer par un cas clinique d'une dame que je suis régulièrement, qui est kinésithérapeute, qui est tout à fait communicante, qui a 64 ans. Alors, Kaza, elle est d'origine tchèque, mais son mari est espagnol, donc ce n'est pas un jeu de mots avec le Maroc, mais son nom commence vraiment par Kaza. Elle a un rhumatisme psoriasique qui est ancien, qui répond aux critères Caspar, avec une atteinte axiale, une atteinte périphérique et une atteinte cutanée, et puis elle a été traitée par méthotrexate, puis méthotrexate et infliximab pendant 70 perfusions. Donc elle allait très bien, elle était ravie. Et puis brutalement, je ne sais pas pourquoi, elle a présenté un échappement secondaire à cette association avec l'infliximab, avec des anticorps anti-infliximab qui étaient... On n'a pas compris pourquoi brutalement ça se dégradait. Elle avait des anticorps anti-infliximab avec un taux sérique d'infliximab qui était normal. Donc nous n'avons pas augmenté la posologie et nous avons décidé de changer de molécule. Donc je l'ai mise sous certolizumab, sous Cimzia, puis sous Stelara, en me disant on va essayer de faire mieux. Et en 2015, l'un comme l'autre, c'était une non-réponse primaire à ces 2 molécules-là. En 2016, je l'ai revue à plusieurs reprises pour des arthrites périphériques au niveau d'un genou, d'un poignet, de multiples ténosynovites. Et durant l'été 2016, elle est revenue me voir en me disant écoutez, ça va vraiment plus. Elle était inflammatoire, la CRP, la VS, elle avait un DAS 28 à 6,1. Elle était kinésithérapeute, donc en libéral. Elle m'a dit, écoutez, j'ai besoin de travailler. Elle avait arrêté ses activités physiques et sportives. Et elle avait une qualité de vie qui s'était dégradée. Et donc, on en était là, en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire chez cette patiente-là? Donc, la réponse à la fin de la présentation, puisque vous allez voir qu'on pouvait faire plein de choses différentes. Alors, on aurait pu la remettre sous anti-TNF, sauf que dans les spondyloarthrites, en particulier dans les spondyloarthrites axiales, dans la spondylarthrite ankylosante, ça a été montré il n'y a pas très longtemps par Podubny. On sait que sur 10 ans, globalement, sous anti-TNF, les gens s'améliorent, mais que quand on regarde le niveau structural, avec le MSAS qui était ici, on voit que ces patients progressent sur le plan structural. Et ça avait été montré déjà par Désiré Van der Heijden, qui, sous étanercept, infliximab ou adalimumab, avait montré que les patients vont mieux, mais les patients s'ossifient. C'est-à-dire que l'inflammation vertébrale au niveau des anthèses diminue, mais les malades en cicatrisent en faisant de l'os. Donc, il y avait l'ouverture pour essayer de trouver quelque chose de nouveau. Un tout petit mot de physiopathologie, mais c'est important. Chez quelqu'un qui est B27 positif, le fait d'avoir des macrophages ou des cellules présentatrices d'antigènes, des cellules dendritiques, qui rencontrent un antigène, ici c'est le tout petit point mauve, je ne sais pas encore ce que c'est que cet antigène. Est-ce que c'est un peptide bactérien? C'est tout à fait possible. Toujours est-il que ces cellules, B27+, quand elles rencontrent un microbe de ce type-là, eh bien, elles sont stimulées et elles vont sécréter 2 cytokines majeures qui sont l'interleukine 12 et l'interleukine 23. Donc ça, c'est le premier signal. Ces cytokines-là vont ensuite avoir des relais périphériques au niveau d'un certain nombre de cellules cibles, et ces cellules cibles vont sécréter à leur tour d'autres cytokines, notamment l'interleukine 17, l'interleukine 22, le TNF-alpha, etc., qui vont entraîner un certain nombre de symptômes qui sont autant de phénotypes différents dans ces pathologies-là. Et vous savez très bien que les gens qui ont des rhumatismes psoriasiques peuvent se présenter de multiples manières. Alors, la relation entre le microbe potentiel, j'ai pris un microbe parce qu'on a des arguments pour ça, mais vous voyez que et les articulations, eh bien, il y a un chaînage qui maintenant commence à être assez bien compris. Le microbe pénètre les cellules dendritiques ou les macrophages sécrètent à ce moment-là de l'interleukine 12 et de l'interleukine 23. Ces cytokines passent dans le sang, vont en périphérie, stimulent in situ les lymphocytes Th17 dans la paroi digestive, mais également migrent en périphérie. Et vous savez très bien qu'au niveau des anthèses, il y a des sous-populations de lymphocytes T qui ont des récepteurs à l'interleukine 23, et ces lymphocytes T qui ont ce récepteur à l'interleukine 23 vont être stimulés à leur tour, vont sécréter d'autres cytokines, notamment de l'interleukine 17, etc., pour aboutir à la maladie qu'on connaît avec une ostéoprolifération, de l'inflammation que l'on voit, et puis une perte osseuse sur laquelle je reviendrai. Donc finalement, première étape, interleukine 12 et interleukine 23. Deuxième étape, et vous voyez que l'interleukine 23 va interagir avec un certain nombre de cellules périphériques qui sont nombreuses et qui vont sécréter de l'interleukine 22, du TNF, mais pour beaucoup d'entre elles, de l'interleukine 17. Et c'est la deuxième étape qui est extrêmement importante et ça va induire un certain nombre de répercussions.
sur lequel je ne vais pas me réétendre. Toujours est-il que l'interleukine 17 a des cibles en périphérie qui sont listées ici au niveau d'un certain nombre de tissus, au niveau de la peau des kératinocytes, et il va y avoir une prolifération de ces kératinocytes avec des lésions psoriasiformes qui vont apparaître, au niveau cartilagineux avec des dégradations articulaires, au niveau osseux, j'y reviendrai tout à l'heure, avec cette cytokine, l'interleukine 17, qui est un peu schizophrénique, qui a deux visages, un visage qui stimule la résorption osseuse et un visage qui stimule la construction osseuse, l'ostéoblastose. Même chose au niveau de cellules endothéliales avec un risque vasculaire, des fibroblastes avec des risques de synovite. Donc on a finalement un effet très varié de cette interleukine 17. Et pour résumer les choses, on a un surrisque de thrombose, un surrisque inflammatoire dû à cette interleukine 17, des lésions osseuses et cartilagineuses qui vont se produire, d'où l'intérêt et l'idée de bloquer cette cytokine. Pour agir, l'interleukine 17, je devrais dire les interleukines 17, parce qu'il y en a plusieurs, elles sont listées ici. Les deux principales, c'est la A et la F. On sait que c'est la A qui a la plus forte affinité pour son récepteur périphérique, à la surface des cellules. Là encore, il y a une famille de récepteurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais l'interleukine 17A a la plus forte affinité pour ce récepteur, elle se fixe sur son récepteur à la surface des cellules que je vous ai identifiées précédemment, et à ce moment-là, elles vont se mettre à travailler et fabriquer donc des gènes, exprimer des gènes qui vont rentrer en jeu dans l'inflammation. Alors, l'interleukine 17, et je voudrais ici rendre hommage à Pierre Miossec, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui a sorti un superbe papier dans le New England il y a quelques années, et qui, pour ceux ou celles qui seront à Lyon, va faire une conférence inaugurale sur anti-IL-17 et métabolisme osseux, qui va être tout à fait intéressante au JNR à Lyon dans 15 jours. Vous voyez que ce n'est pas très ancien. Le récepteur à l'interleukine 17, il a été cloné ici en 93. Et donc, il y a une quinzaine d'années à peu près qu'on connaît les mécanismes de cette molécule et qu'on utilise des patients, alors je ne sais plus où c'est un peu flou, bref, il a fallu attendre une quinzaine d'années, après avoir identifié l'interleukine 17, pour utiliser des anticorps anti-IL-17 dans notre pharmacopée. Et ce petit schéma, je trouve, résume très bien les choses, puisque je vous ai dit qu'on avait comme première étape sécrétion d'interleukine 12 et d'interleukine 23. Ces deux cytokines, elles ont une propriété commune, c'est qu'elles ont une sous-unité qui fait 40 kilodalton, une protéine P40 qui est commune aux deux. L'industrie a fait un anticorps qui est capable de bloquer cette protéine P40, un anticorps anti-P40, et qui va bloquer l'interleukine 23 et l'interleukine 12, c'est le Stelara, qui est utilisé dans le psoriasis et dans le rhumatisme psoriasique en ce qui nous concerne. Vous voyez qu'il y a d'autres molécules qui sont en cours de validation pour bloquer la protéine P19 et la P35 également un peu plus en amont. Ces deux cytokines-là, IL-12 et IL-23, vont stimuler pour l'IL-12 les lymphocytes plutôt Th1 et aboutir à la synthèse de TNF-alpha, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, l'IL-23 va stimuler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les lymphocytes Th17 et va aboutir à la synthèse notamment d'interleukine 17A et d'interleukine 17F, ces molécules allant se fixer sur le récepteur périphérique. Et vous voyez qu'à chaque étape, eh bien, on a des molécules. Alors, contre l'interleukine 17A, on a le secukinumab dont on va parler aujourd'hui, on a l'ixekizumab, il y en a plein d'autres en développement. On a un anticorps anti-récepteur à l'interleukine 17, le brodalumab, dont le développement a été arrêté en raison d'effets secondaires. Mais globalement, on a quand même beaucoup d'outils maintenant à chaque niveau et à chaque étape de cette cascade inflammatoire qui est maintenant bien connue. Je vous dirai juste deux mots d'anticorps bispécifiques qui vont arriver sur le marché, c'est-à-dire c'est un anticorps qui a deux cibles. Et je développerai une molécule de chez AbbVie, la BT122, qui cible, avec une seule molécule, un seul anticorps, qui cible l'interleukine 17A et le TNF-alpha. Et puis je vous dirai un mot également du bikémizumab, qui cible l'interleukine 17A et l'interleukine 17F. Donc des progrès qui sont intéressants. Alors, on m'a dit les spondyloarthropathies, et donc je vais parler du rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante. Dans le rhumatisme psoriasique, le secukinumab a été évalué dans cette indication-là. Alors il y a deux études.
princeps, c'est l'étude future 1 et l'étude future 2. La différence entre les deux, c'est que dans l'étude future 1, on commençait par une dose de charge en intraveineux, et dans future 2, on commence en sous-cutané. On a évalué deux posologies, 300 mg, 3 posologies, 150 et 75 mg versus placebo. Je ne rentre pas dans le détail de l'étude, qui était relativement bien construite, donc avec un bras placebo, puis les malades du bras placebo étaient reventilés ensuite dans les bras sécukinumab actifs. Voilà les caractéristiques des patients. Je voudrais simplement insister sur, d'une part, le score PASI. Ils avaient tous du psoriasis évolutif. Je voudrais insister sur le DAS28-CRP, vous voyez, qui était autour de 4,7, 4,9, donc des gens qui étaient relativement actifs. Il y avait la moitié d'entre eux, pratiquement, qui avaient des antésites, 30% qui avaient des dactylites, et puis plus de 65% étaient naïfs d'anti-TNF. Ça, c'est important. Un peu moins de la moitié étaient co-traités par du méthotrexate. Voilà les résultats présentés à 2 ans en termes de réponse ACR20 ou ACR50 en bas. Et j'insiste sur le fait que les données manquantes ont été considérées comme des échecs thérapeutiques. Donc c'est des résultats en intention de traiter qui sont présentés. Et vous voyez qu'à 2 ans, parlons simplement des critères ACR50 qui sont un peu plus stringents que les autres, et bien vous voyez qu'avec la posologie la plus élevée, 300 mg de Cosentyx, on avait un peu plus de 50% de gens qui étaient répondeurs à CR50 à 104 semaines, c'est-à-dire à 2 ans. Les auteurs ont distingué les gens qui avaient déjà reçu des anti-TNF de ceux qui n'en avaient pas reçu, qui étaient naïfs. Voilà les résultats en termes de population naïve d'anti-TNF, résultats à 2 ans. Et on va se focaliser simplement sur la semaine 104. Et vous voyez qu'on a des résultats qui sont excellents. 80 à 86% des patients répondent aux critères ACR20 et 66%, avec la posologie la plus importante, 300 mg, répondent aux critères ACR50 chez les patients naïfs d'anti-TNF. Chez les autres, déjà traités, vous voyez que les résultats sont moins bons. Je reviens en arrière, naïf. J'avance, déjà traité par anti-TNF, et vous voyez qu'à 104 semaines, on a un peu moins de réponses ACR20, on a un peu moins de réponses ACR50, mais toujours des réponses qui sont supérieures avec 300 mg par rapport à 150 mg. Et ce sera important dans le libellé de l'AMM, puisque vous verrez que ces patients qui ont des rhumatismes psoriasiques répondeurs inadéquats aux anti-TNF seront traités avec 300 mg de Cosentyx au lieu de 150 mg. Mais j'insiste sur le fait qu'on a des moins bons résultats avec les patients qui ont déjà été traités, et on a tous la même démarche. Au départ, on a utilisé la molécule chez des patients qui étaient non répondeurs à plein de choses. Donc on a sélectionné des patients difficiles, alors que chez les patients qui sont naïfs ou qui sont en échec simplement d'une seule molécule, on a des résultats qui sont bien meilleurs. En ce qui concerne la réponse cutanée, eh bien vous voyez que le PASI 90% d'amélioration du psoriasis, c'est-à-dire quasiment une peau blanchie, eh bien à 104 semaines, on est à 70% de réponse avec le 300 mg. Et en ce qui concerne les dactylites d'une part et les anthésites d'autre part, vous voyez que les dactylites sont améliorés pour 80% d'entre elles et les anthésites pour 70% d'entre elles. Donc des résultats qui sont très intéressants sur le plan clinique. Sur le plan osseux, c'est là où on attendait la molécule, puisque les anti-TNF étaient un peu en carence d'amélioration sur ce plan-là. L'interleukine 17, j'ai repris un papier de Rossini qui est de 2016, qui montre qu'en fait, l'interleukine 17 a un rôle de recrutement et de maturation des préostéoclastes en ostéoclaste mature, va donc avoir un impact sur la résorption osseuse, et puis d'un autre côté, va également permettre un recrutement des préostéoblastes en ostéoblastes fonctionnels. Donc sur le plan structural, il est important également d'évaluer la molécule, et là je vous montre les résultats à 24 semaines. Je ne vais pas parler du bras placebo, mais vous voyez que le score de Sharp total ne bouge pratiquement pas, ou du moins pas de façon significative, entre les 3 dosages, 300, 150 et 75, que ce soit en termes d'érosion, que ce soit en termes de pincement. Et quand on regarde ce que deviennent 100% des patients, 100% des patients sont représentés ici, ceux qui étaient dans l'étude, eh bien, vous voyez que la plupart du temps, pour un peu plus de 80%, 84% d'entre eux, il n'y a pas de progression structurale. Ici, c'est sur le score de Sharp. Il y en a toujours une petite proportion, comme dans toutes les études, qui s'améliore, et puis toujours une petite proportion qui se dégrade. Mais globalement, 80 à 84% des patients ne bougent pas sur le plan structural avec son rhumatisme psoriasique sous Cosentyx. Concernant la spondylarthrite ankylosante, et là encore, on a 2 types d'études, Measure 1 et Measure 2. Measure 1, il y a une dose de charge
en intraveineux avec le séquicunumab, mais JUR2, c'est du sous-cutané. Mais le schéma de l'étude est exactement le même, et on retombe sur quelque chose de très similaire à ce que je viens de vous montrer. Simplement, ici, on a eu 2 dosages, 75 et 150 mg qui ont été utilisés. Il y a eu une évaluation dans cette étude très fine qui a été bien faite sur le plan radiographique et sur le plan IRM. IRM sacro-iliaque et IRM lombaire. Et je voudrais détailler ces points parce que c'est quand même une avancée importante, puisque je viens de vous dire que les anti-TNF étaient en carence à ce niveau-là. Donc 2 lecteurs ont regardé les radiographies de ces patients, alors pas tous, ceux qui avaient des dossiers exploitables en termes de radiographie et en termes d'IRM. Le score MSAS, donc là on est dans la spondylarthrite, c'est plus le score de Chart de tout à l'heure. Le score MSAS, que je vous rappelle ici, a été évalué, donc je ne vais pas le redétailler, et il varie de 0 à 72. Et voici donc la population de patients qui étaient inclus dans le travail. Le BASDAI, vous voyez, était autour de 6,4, donc des patients relativement actifs sur le plan de la molécule, de la maladie. Les 3/4 d'entre eux étaient B27, ce qui n'est pas vraiment surprenant, et plus de 70% étaient naïfs d'anti-TNF. Et vous voyez que, en fait, la population, sur le plan radiographique, entre avant et à 2 ans, sous séquicunumab, il n'y a pratiquement pas de delta, ça ne bouge pas. Les patients qui étaient naïfs d'anti-TNF ne bougent pas, et ceux qui avaient déjà été traités par anti-TNF, des patients un peu plus difficiles, ne progressaient pas, là encore, en termes de MSAS, entre 0 et 104 semaines. Et là encore, dans la spondylarthrite ankylosante, on a à peu près le même type de réponse que tout à l'heure, à savoir qu'environ 80% des patients ne progressent pas sur le plan structural, ce qui est quand même assez intéressant. Et quand on regarde en fait, ceux qui progressaient sur le plan structural, on sait que ce sont ceux qui sont inflammatoires, avec des CRP élevés, qui ont déjà des syndesmophytes au départ, initialement, les hommes et ceux qui étaient naïfs d'anti-TNF. Et quand on regarde ces sous-classes, quand on fait une analyse en fait, secondaire, eh bien, vous voyez que chez les hommes, là encore, on n'a pas beaucoup de delta, de progression entre 0 et 2 ans, tout en sachant que l'ASA progresse plus lentement que dans la polyarthrite rhumatoïde, bien sûr. Ceux qui avaient une CRP élevée, des syndesmophytes ou les fumeurs, il n'y a pas grosse différence. Donc on a vraiment une molécule qui semble très efficace pour bloquer la progression structurale au moins sur 2 ans. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de comparateur ici de placebo. Alors ça, c'est les patients qui avaient des syndesmophytes à l'inclusion et ceux qui n'en avaient pas. Et vous voyez qu'en fait, quand on n'a pas de syndesmophyte à l'inclusion, on a encore moins de chances de progresser que quand on a des syndesmophytes, puisque ça, c'était le pourcentage de patients non progresseurs. Donc finalement, des données qui sont relativement intéressantes en IRM. Eh bien, je vais passer assez vite. Une évaluation au niveau des sacro-iliaques et une évaluation au niveau du rachis, là encore, par 2 lecteurs indépendants. Je vais passer très vite sur les données, mais simplement, les résultats sont très intéressants. Je ne vais pas parler du placebo, où il y a une non-amélioration de l'œdème osseux. Ici, on est au niveau des sacro-iliaques, alors que dans le bras actif séquicunumab, on a une diminution des signaux osseux, donc AS16 et surtout AS52, donc des résultats qui se confirment. Et quand on regarde au niveau du rachis, là encore, je ne parle pas du placebo puisque ça ne bouge pas, mais vous voyez que chez les gens traités, eh bien, on a des diminutions, là encore, importantes des signes inflammatoires en IRM au niveau du rachis. Alors, un tout petit mot sur une molécule qui arrive, je vous en ai parlé initialement, c'est l'ixekizumab qui va s'appeler le TALTZ, qui est également un anti-IL-17A, et ceci vient renforcer ce que je vous disais. Il a été évalué à plusieurs posologies, je ne rentre pas dans les détails, versus adalimumab, versus Humira, dans le rhumatisme psoriasique répondant aux critères Caspar. C'était des patients actifs. Je passe assez vite parce que c'est surtout la preuve du concept qui est intéressante. Et vous voyez qu'en termes de réponse à CR20, à 2 posologies différentes, cette molécule, le TALTZ, fait aussi bien que l'Humira, mais surtout en termes de progression structurale, c'est une autre molécule qui bloque également l'interleukine 17, d'autres patients, une étude différente, et on a également des résultats qui sont assez proches, puisque 80% des patients n'ont pas de progression structurale. Et on a les résultats maintenant, ça c'était les résultats à 24 semaines, et maintenant on a les résultats à 1 an de l'étude, où vous voyez qu'en termes de réponse à CR20, les chiffres se maintiennent. Là encore, tous les patients ont été inclus dans l'étude en intention de traiter. Donc la tolérance
globalement dans le rhumatisme psoriasique du secukinumab et dans la spondylarthrite ankylosante, est une tolérance relativement bonne, en tout cas similaire à celle qu'on avait, peut-être même meilleure par rapport aux anti-TNF. On n'a pas de gros warning. Il y en a juste un sur les candidoses. L'interleukine 17 est nécessaire pour se défendre contre les infections fongiques. Donc il peut y avoir un tout petit peu plus de candidoses qui surviennent, mais elles sont en général banales et n'imposent pas l'arrêt du traitement. En ce qui concerne l'apparition d'anticorps, d'auto-immunisation anti-secukinumab, c'est moins d'1% des patients, et ces anticorps ne sont pas bloquants, donc un petit peu ce qui se passait avec l'étanercept. En ce qui concerne les maladies de Crohn, alors, il y a eu un warning initial en disant « oui, ces molécules donnent des maladies de Crohn ». Non, ce n'est pas vrai. On sait que c'est une population de patients qui est déjà susceptible d'avoir une prévalence de maladies de Crohn ou de rectocolite supérieure à la population normale, que ce soit dans le psoriasis, que ce soit dans le rhumatisme pso ou que ce soit dans la spondylarthrite ankylosante. On sait que ces patients sont plus à risque de faire des atteintes digestives, vous le savez très bien. Et quand on regarde les données sous secukinumab, eh bien effectivement, on n'a pas de choses très importantes, en tout cas pas plus que ce qu'on attendrait normalement dans ce type de population. Simplement, il y a des précautions à prendre chez les patients qui ont des Crohn actifs en poussée, où là, il vaut mieux éviter de donner du secukinumab. Mais sinon, la maladie de Crohn n'est pas une contre-indication. Le risque d'infection grave, vous voyez, j'ai repris le pso, le rhumatisme pso, la spondylarthrite ankylosante. Voilà pour 100 patients année. Je vous rappelle que pour les anti-TNF, on est entre 3,8 et 4,5 infections sévères pour 100 patients année. Et vous voyez qu'on est un tout petit peu en dessous avec le secukinumab. Et là encore, les candidoses, il y en a un peu plus que la normale, mais j'ai repris la conclusion de l'auteur. Les auteurs ne considèrent pas que ces inclusions, je suis désolé pour les vibrations du texte, que ces infections sont une raison d'arrêter le traitement. Et donc, en général, on arrive à continuer le traitement et à traiter les patients. En termes cardiovasculaires, il ne se passe rien. Il n'y a pas de surrisque. On sait que les rhumatismes psoriasiques sont des terrains dysmétaboliques importants et que ce sont des gens qui sont à surrisque cardiovasculaire, mais l'adjonction de cette molécule n'entraîne pas de surrisque. Juste un mot, et j'en aurai terminé, sur les DVD. Donc, ces dual vector drugs, c'est donc la preuve de concept avec la première molécule qui est le bimekizumab, double cible, anti-IL-17A, anti-IL-17F. C'est une étude très en amont, preuve de concept. 52 patients au total, 14 dans le bras placebo, 38 dans le bras secukinumab. Et je vous montre simplement les résultats en termes de réponse ACR20 et ACR50 par rapport au placebo. Il n'y a pas photo. Il y a une réponse qui est tout à fait intéressante. Et sur le psoriasis, 87% de répondeurs de PASI 90 versus 0 dans le bras placebo. Deuxième molécule, l'ABT122 de chez AbbVie, anti-TNF plus anti-IL-17 sur la même molécule. Là encore, c'est une étude très préliminaire de preuve de concept, mais il faut y attacher de l'importance. La molécule a été évaluée versus Humira, 40 mg tous les 14 jours, avec des résultats en termes d'ACR20 qui sont tout à fait superposables et des résultats cutanés qui sont probablement un peu meilleurs avec la molécule à deux posologies différentes par rapport à l'Humira. Je terminerai par des conclusions et des recommandations actuelles. Dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante, vous le savez très bien, dans les manifestations périphériques, après les anti-inflammatoires, le traitement physique, etc., eh bien, les injections locales de corticoïdes ont leur place, de même que les traitements de fond, dans ces formes très périphériques, sulfasalazine ou méthotrexate. Et vous voyez qu'en deuxième ligne vient à égalité les anti-TNF et les anti-IL-17. Il n'y a pas encore de place pour les anti-IL-23, puisqu'il n'y a pas de données actuelles. L'étude TOPAZ n'est pas terminée dans la spondylarthrite ankylosante. Dans les formes axiales, eh bien, vous savez très bien que ça ne marche pas et qu'on passe directement de AINS à biothérapie. Et là, pour le coup, les deux molécules, les deux classes thérapeutiques, anti-TNF et anti-IL-17, sont sur la même ligne. En ce qui concerne le rhumatisme psoriasique, j'ai repris les recommandations qui ont été publiées sous la plume de l'Orgosec fin 2016. Vous voyez que ce soit le LAR ou que ce soit le groupe de recherche et d'assessment, enfin d'évaluation du psoriasis et de l'arthrite psoriasique, vous voyez que globalement, il y a des petites différences. Le LAR est un peu plus prudent, dit d'abord anti-TNF, puis anti-IL-12-23, Stelara ou Cosentyx. Et vous voyez que le groupe GRAPPA met vraiment les trois classes thérapeutiques sur la même ligne, anti-TNF, Cosentyx ou Stelara. Voilà. Et puis, dans les switches, il n'y a absolument aucune différence. Ça, c'était dans les formes axiales. Dans les formes périphériques,
Bien sûr, on passe d'abord par la case traitement de fond classique, et là-dessus, les deux sociétés savantes sont à peu près d'accord, si ce n'est que le groupe Grappa rajoute très vite les anti-TNF et les inhibiteurs de la phosphodiestérase 4, la prémilaste, qui va arriver. Mais vous voyez que l'étape d'après, si ça ne suffit pas, eh bien, le LAR recommande anti-TNF, puis très vite, on passe à IL-12, IL-23, et le groupe Grappa les met là encore sur la même longueur d'onde. Et les anthésites, eh bien, c'est pareil. D'abord anti-TNF pour le LAR, puis anti-IL-12-23 ou anti-IL-17, et puis pour le groupe Grappa, toutes les classes thérapeutiques sont sur la même longueur d'onde. Donc finalement, si je reprends mon cas clinique, c'était une patiente qui était en carence de traitement. Effectivement, à ce moment-là, je l'ai mis sous Cosentyx, donc il y a maintenant à peu près, ça va faire 2 ans, avec un schéma classique d'injection. Comme elle était résistante aux biothérapies antérieures, j'ai mis 300 mg, 5 injections de suite, à 1 semaine d'intervalle, et puis une injection tous les mois. Je la suis très régulièrement. À 1 mois, elle avait 75% de mieux. À 3 mois, 90% de mieux, à la fois sur le plan cutané, articulaire, périphérique, axial. Elle a normalisé sa CRP. Elle a repris ses visites à domicile en vélo. Elle refait du sport. Et finalement, elle se porte très bien. Et on évolue, puisque au départ, on n'avait pas la molécule, donc on attendait qu'elle arrive, et on l'a réservée à des patients difficiles. Et maintenant, je la situe plus en amont, avec une efficacité qui est supérieure encore. Et personnellement, je trouve que c'est un traitement qui marche très bien et qui est très bien toléré. Voilà, je vous quitte sur les Pyrénées, que j'ai traversées il n'y a pas très longtemps en avion. Je vous remercie.